Si tu es athlète, que tu t'entraînes régulièrement, sérieusement et que malgré tout, tu as toujours des douleurs qui reviennent au genou, au dos, à l'épaule ou à la hanche, alors cette vidéo, elle est faite pour toi. Parce que non, ce n'est pas normal, ce n'est pas lié à l'âge, ce n'est pas lié non plus à la motivation, même si ça peut le devenir. Et dans la grande majorité des cas, les athlètes qui ont des douleurs font les bonnes choses, mais dans le mauvais ordre. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer les 4 erreurs majeures qui empêchent un athlète de s'entraîner et de performer longtemps sans douleur chronique ou sans blocage qui freine sa progression. Et ça avec un protocole qui ne stoppe pas l'entraînement. Au contraire, on a besoin de l'entraînement pour stopper le cercle vicieux. La plupart des athlètes essaient de régler la douleur avec plus de renforcement, plus d'étirements qui en réalité n'en sont pas réellement, des séquences de mobilité longues avec des bénéfices qui partent aussi vite qu'elles ont mis du temps à venir, et parfois du repos forcé, voire des soins ponctuels. Et le problème, c'est pas que ces solutions soient inutiles. Le problème, c'est que ces options, soit elles traitent le symptôme, donc c'est inefficace, soit elles arrivent trop tôt dans ce que l'organisme peut faire ou peut accepter comme tension, et donc c'est inefficace également. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne traite pas un problème global avec une solution locale. Tout comme il faut accepter qu'un problème de 10 ans ne se règle pas en 10 jours. Et si on ne prend jamais un angle dans lequel on visualise comment s'intègre le système propre d'une personne, on entretient l'illusion que 1 ou 2 séances va suffire. Alors que le corps, lui, va continuer de fonctionner exactement de la même façon. Et croire que 1 ou 2 séances suffisent, c'est refuser de voir comment le corps fonctionne réellement. Tant que le corps fonctionne avec des compensations, la douleur finit toujours par revenir parce que c'est le chemin normal dont le corps sait bouger. Et une performance durable sans douleur, ce n'est pas une question d'exercice isolé ou d'exercice miracle, même si certains exercices sont très efficaces car ils permettent de faire d'une pierre plusieurs coups. C'est une question d'organisation de corps et de comment refixer la fonction. Et justement, c'est de cette organisation que je veux vous parler car elle repose sur les 4 piliers que la majorité des athlètes ignorent. Le tout premier pilier, c'est la posture. Donc, c'est la première erreur. La première erreur, c'est partir du mauvais pied. Imaginez, vous voulez faire une balade à vélo, vous êtes parfaitement équipé, vous avez préparé le plan, la randonnée, c'est clair, vous avez préparé vos collations, les bons vêtements pour être à l'aise, mais vous avez une roue qui est complètement voilée. On s'entend que c'est la base, c'est-à-dire que si vous avez un bon plan, si vous avez une bonne nutrition, si vous avez le bon équipement, un bon cuissard, etc., ça sert à rien si l'efficacité d'un coup de pédale prend l'énergie de 3 coups de pédale. Et bien, c'est exactement comme ça qu'il faut voir la posture. Imaginez-vous en train d'être filmé au ralenti sur un squat ou un deadlift, le mouvement que vous produisez finalement, c'est une position suivie d'une autre position, suivie d'une autre position, etc., etc. Et donc le mouvement finalement est une succession de positions. Imaginez maintenant que la première position soit mauvaise. Eh bien, c'est exactement à cela que sert l'approche posturale. La posture, c'est pas une histoire d'esthétique, c'est pas une histoire de mode, c'est une histoire de position de départ de toutes les forces. Et si on s'en préoccupe pas, c'est elle qui le fera pour nous et je vais l'illustrer à travers différents exemples. Donc la posture, ça repose principalement sur 2 sens qui vont être le toucher et la vue. Donc évidemment, la vue, c'est avec les yeux et le toucher, ça va être sous le pied au niveau du fascia plantaire. Et qu'est-ce qui se passe lorsque les câbles qui programment justement le sens du toucher sont inefficaces? Et c'est exactement ce qu'on voit avec cette vue de dos au niveau des chevilles de Hugo. Donc on peut voir que la cheville droite, elle part vers l'extérieur alors que la cheville gauche, elle est parfaitement rectiligne. Donc ça va dire quelque part qu'il y a comme un logiciel à droite et comme un logiciel à gauche. C'est pour ça que on a beau faire n'importe quel mouvement, à partir du moment où le corps bouge, il va avoir une asymétrie du traitement de l'information entre la droite et la gauche. Donc on le remarque sur la marche, lorsque le pied gauche se pose, on a directement le pied qui se pose à plat, alors que à droite, ça fait talon, bord externe. Et de nouveau, regardez le pied gauche, il va se poser à plat. Et c'est pour ça que ça donne des fesses qui bougent un peu en rotation tout le temps. Et ça, c'est au niveau de L5 et 5, ça fait tampon. Et donc, sur une posture vue de profil, on voit que sur la photo avant, donc c'est la photo de gauche, le corps est beaucoup plus projeté vers l'avant à cause justement du toucher du fascia plantaire. Et lorsqu'on réactive tout ça, là, ça donne la posture de droite. Et là, on est beaucoup plus proche d'un corps vertical qui est bien aligné entre les fesses, les omoplates et la tête. La tête est encore un petit peu vers l'avant. Pourquoi? Parce que les pieds et les chevilles, elles sont parallèles alors qu'elles devraient être symétriques. Et donc tout ça, ça donne toute une série de conséquences ostéo-articulaires auxquelles les fascias se figent et auxquelles les muscles se figent, ce qui, lorsque l'on remonte le corps, du coup va donner des rotations, des blocages, principalement au niveau du bassin. C'est pour ça que c'est extrêmement fréquent d'avoir des décalages du bassin, mais dans le décalage de bassin, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un côté qui favorise la rotation interne et un autre côté qui favorise la rotation externe, mais c'est pas un problème de hanche, c'est un problème qui est issu d'un décalage au niveau du pied. C'est exactement ce qu'on trouve ci-contre avec la flexion de hanche. Donc, on a réussi avec quelques travaux isométriques à remonter et justement améliorer la mobilité à ce niveau-là. Mais c'est que des conséquences. C'est pour ça qu'il n'y a pas tous les exercices qui peuvent arriver en même temps. Et là, la conséquence sur ce basketteur, regardez au niveau des points d'appui, lorsqu'il prend son élan,
il démarre droit et lorsqu'il prend son élan, regardez les déviations au niveau du genou, ça part du pied. Donc derrière, ça va pas pouvoir donner un saut vraiment droit, ça va donner une adaptation il est presque en train de tourner au moment où il saute. Et ça, c'est pas un problème de saut, c'est pas un problème de technique, c'est un problème de pied. On a vu au niveau du pied, mais c'est exactement la même chose avec la vision. Regardez la différence au niveau des yeux. Lorsqu'on rapproche, on a ce qu'on appelle, et là, c'est un athlète pro, hein, c'est un footballeur professionnel. Là, c'est un pilote de moto. Regardez la différence, comme l'œil converge à droite et il ne converge pas à gauche. Là, on a un lutteur qui est en équipe de France, c'est exactement la même chose. Et donc, dans la dynamique, qu'est-ce que ça donne? Ça va donner sur 30 secondes un décalage constant, c'est-à-dire que le corps, il est programmé pour aller sur la droite. Et donc, à chaque pas, en fait, on vient creuser le déficit. Là, il a les yeux fermés, regardez comme sur 30 secondes, il dévie. Donc, pour en revenir à la posture, c'est vraiment le point de départ. Si toutefois les câbles ne sont pas bien branchés au bon endroit, on a beau faire tous les efforts que l'on veut, le corps agit contre notre volonté. Et donc on a des tests pour révéler cela. Et il faut bien comprendre qu'on parle de systèmes qui sont stimulés au minimum des milliers de fois par jour. On fait facilement 10 000 pas par jour. L'œil, c'est 8 000 mouvements possibles et 300 000 stimulations par jour. Et sur la respiration, on est entre 21 000 et 28 000 mouvements par jour. Donc si l'un de ces systèmes n'est pas efficace, le corps ne va pas s'arrêter pour autant. Par contre, il va agir en compensant. Et donc on va avoir un corps qui est programmé pour dysfonctionner. Un corps pour aller ou à droite ou à gauche, mais pas tout droit, et avec des informations qui peuvent parfois même être contraires entre le membre supérieur et le membre inférieur. Avec la posture, ça permet de comprendre quel élément influence un second élément, qui lui-même en influence un autre, etc. Et l'approche, c'est de remonter le fil du déséquilibre, car actuellement, sans plan clair, le système postural forcément va influencer donc d'abord les fascias, puis les muscles. Et il y a d'autres systèmes dont je n'ai pas encore parlé, comme l'oreille interne, la respiration. Tout ça, c'est vraiment la base d'un problème articulaire ou de problèmes de mobilité qui sont extrêmement courants. Je parle de la mobilité d'épaule, je parle du manque de rotation de hanche, du manque de mobilité de cheville, etc., etc. Une posture déséquilibrée crée automatiquement des surcharges articulaires, des muscles qui vont compenser et également une perte d'efficacité dans le mouvement. Et peu importe ton niveau, peu importe ton sport, si la posture est mauvaise, chaque répétition que tu vas faire va renforcer un déséquilibre. Et on construit jamais une performance durable sur une base instable. Du coup, il faut voir la posture comme les fondations d'une maison. Si la fondation de la maison est instable, la maison va s'écrouler. La deuxième erreur majeure, ça va être de vouloir renforcer un corps qui est déjà figé. Le fascia, c'est le tissu qui organise le mouvement et quand il est fixé ou dysfonctionnel, le muscle ne peut plus fonctionner correctement. Et on va reprendre la métaphore du vélo. Imaginez vous êtes en balade et là vous sentez un fort vent de côté qui vous oblige presque à décaler le guidon pour pouvoir aller tout droit. Puis vous faites un virage et là vous avez le vent de dos et là c'est extrêmement facile, vous allez extrêmement vite. Puis vous vous retournez, vous refaites un virage et là vous avez le vent de face et là c'est extrêmement dur, vous sentez presque bloqué, vous ne comprenez pas pourquoi. Et vous refaites un virage et là le vent il va venir souffler par intermittence et tantôt vous êtes très bien et tantôt vous êtes de nouveau gêné, bloqué. Et bien c'est exactement cela que l'on ressent lorsque les fascias et les muscles ne sont pas sur la même longueur d'onde. Sachez qu'on va faire le mouvement quoi qu'il en coûte et c'est le quoi qu'il en coûte qui crée la douleur. Mais on va le faire au prix de blocage ou d'un excès de force pour lutter contre sa propre résistance. Et à force, on s'accoutume à cela et on est à l'aise dans un système qui nous crée de la douleur. Et à force, on s'accoutume à cela et on est à l'aise dans un système qui est complètement dysfonctionnel. Et résultat, certains muscles paraissent forts alors qu'ils sont complètement inefficaces et d'autres sont inhibés. On parle même d'amnésie musculaire parce que le cerveau perd sa capacité à recruter correctement. Et c'est ça qui crée le blocage, c'est ça qui crée la douleur. Parce que du coup, on n'a pas la bonne coordination. Et tant que tu ne rends pas ce qui est fixé à nouveau fonctionnel, le renforcement, au final, il ne va faire que prolonger le problème, voire même le creuser. En 1, on a la sensation et en 2, la liberté du mouvement qui va précéder toujours la force ou l'expression de la force. Tant que tu n'as pas ces deux éléments-là, à ce moment-là, tu peux être certain que ta performance ou ton entraînement, finalement, tu scies la branche sur laquelle tu es déjà assis. Et c'est le typique des personnes qui sont un peu géants au pied d'argile. Ces personnes sont très fortes, mais elles sont également très fragiles. Ça explique exactement ce schéma-là. On arrive à manipuler beaucoup de charges et par contre, paradoxalement, on est extrêmement faible ou fragile. C'est parce qu'on fait cette erreur-là, on ne prend pas en compte le fascia pour bouger efficacement et sereinement. La troisième erreur, c'est de ne pas avoir d'enracinement musculaire parce que j'aime cette image de muscles racines qui s'enfoncent dans le sol et qui permettent de construire l'arbre. Et croire que tous les muscles travaillent simplement parce qu'on s'entraîne, c'est faux. En réalité, si tu sens que tu manques d'efficacité, c'est que certains muscles sont sous-activés, voire même inhibés et donc du coup sont complètement contournés. Et certains muscles qui sont à la racine du mouvement donnent l'autorisation aux gros muscles de produire des mouvements polyarticulaires puissants. Quand je parle de mouvements, je parle de patterns simples, style squat, deadlift, overhead. C'est un peu comme les couleurs primaires. À partir de ces mouvements-là, on est capable de faire tous les gestes et ça se voit dans la vie de tous les jours.
s'asseoir sur une chaise ou dans sa voiture, porter ses courses, porter ses enfants, faire des travaux ou même lancer un objet, tout ça, finalement, ça part de 3 mouvements, squat, deadlift et overhead press. Et quand je parle de muscles qui sont à la racine de ces mouvements, ils sont connus, mais en général trop tard lorsque le mal est déjà fait. Et je veux parler en fait de muscles comme le moyen fessier, le grand fessier, le psoas, le transverse, le rhomboïde. Donc peut-être que vous les connaissez déjà ces muscles, mais savez-vous qu'ils ont une fonction et également des sous-fonctions, et c'est bien dans ces sous-fonctions qu'on perd la coordination et qu'on perd justement de la fonctionnalité. Donc peut-être que vous connaissez déjà ces muscles, mais c'est dans le détail qu'on ne connaît pas suffisamment comment les stimuler de manière efficace. Je vais prendre un exemple avec les ischio-jambiers. On connaît tous les ischio-jambiers, mais on les prend comme si c'était un seul et unique groupe musculaire. Dans les ischio-jambiers, il y a le semi-tendineux, le biceps fémoral et le semi-membraneux. Et ce sont 3 muscles qui ne tirent pas dans la même direction alors qu'ils ont pour point commun de fléchir le genou. Donc c'est très important si on veut avoir un corps qui soit disponible et fonctionnel. Tant qu'on n'a pas une vue d'ensemble des forces en présence et des faiblesses en présence, ça va être impossible d'équilibrer tout ça. Il faut toujours avoir en arrière-plan que si je veux faire de l'haltérophilie lourde, si je veux courir vite, je dois toujours partir du fait que ce sont ces petits muscles racines qui vont donner la puissance aux gros muscles, qui vont autoriser le cerveau à délivrer plus de puissance. Et c'est exactement ce que l'on cherche à travailler ou à corriger en PPG, la préparation physique générale, quand elle est bien faite et si elle est faite, parce que bien souvent, on est trop en intensité pour prétendre travailler justement en préparation physique générale. Et si ces muscles ne sont pas réactivés correctement, si on ne travaille pas les points faibles, le corps triche, le corps compense et tôt ou tard, il lâche, car un muscle non recruté, c'est un risque de blessure latente parce qu'il y a forcément un autre qui va faire son travail à sa place. Et enfin, quatrièmement, il faut comprendre qu'il y a le corps et le sport. Donc la quatrième erreur, c'est qu'il n'y a pas d'adaptation à la discipline par rapport à ton organisme. Je parle ici d'un point de vue ostéo-articulaire, d'un point de vue neurophysiologique, psychologique et même émotionnel. On ne peut pas utiliser un warm-up générique pour un sport spécifique et pour un athlète spécifique. Chaque discipline impose des angles, des vitesses, des rythmes, des chaînes musculaires et même une coordination, une activation neurologique qui est différente et spécifique justement. Sans adaptation précise, le corps n'est pas prêt, le système nerveux force et n'est pas aligné, la performance chute et la motivation va disparaître parce que du coup, on se sent toujours à rebours par rapport à ce que l'on souhaite produire. Le bon warm-up, il n'est pas long, il est personnalisé, il est vraiment adapté à toi sur le plan psychologique et émotionnel et cohérent avec ton activité, répété pour qu'il devienne un rituel introductif à l'effort. C'est exactement lorsqu'on était enfant qu'on avait droit à notre rituel du soir pour aller se coucher. Combien de fois on peut assister à des séances sur lesquelles on est endormi pendant l'effort? Combien de fois on a ressenti le fait d'être prêt une fois qu'on est passé d'abord par de l'échec? Et combien de fois on s'est fait mal parce que finalement, on n'était pas prêt au moment d'affronter l'intensité. Le corps, il doit être préparé pour ce que tu lui demandes. Et ça se travaille en adaptant articulation, par neurotyping, par motivation, pour aller en un quart d'heure prêt à casser des barrières et vraiment progresser. Et tout ça en s'assurant que ça soit parfaitement safe pour l'organisme. Et donc pour résumer, les douleurs chroniques chez l'athlète, ça ne va pas venir d'un manque de travail, ça va plutôt venir d'un corps qui survit ou qui s'organise constamment à compenser pour survivre plutôt que d'aller directement vers de l'efficacité ou de la performance. Et si on aligne la posture, la mobilité myofaciale, l'activation musculaire, puis ensuite l'adaptation spécifique au sport, alors tout va fonctionner ensemble, mais c'est tout un sujet justement d'aligner tout ça bloc par bloc. Et si tu veux aller plus loin, j'ai publié d'autres vidéos où j'explique comment tester certains points ou comment organiser ce travail dans le temps. Tu peux les retrouver sur ma chaîne. C'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Pi. Ciao, ciao.